pour ceux qui me connaissent, donc j'animais le pôle développement durable de l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis en retraite administrative depuis 2 ans, mais je continue lorsque mon expertise est utile, notamment sous l'angle formation et accompagnement de projet, à m'investir. Et notamment, je suis très attaché à la formation parce qu'il est important de sensibiliser les jeunes. D'ailleurs, dans le cadre de l'ESA où nous sommes aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de travailler avec l'équipe pédagogique sur la création de e-learning pour un BTS à distance. Et vous savez peut-être que le référentiel BTS, viticulture et œnologie, ainsi d'ailleurs que le diplôme d'œnologue, sont en cours de refonte et vont un peu plus intégrer ces éléments que je présentais moi déjà depuis quelques années dans différents cursus. Alors, c'est quoi? D'accord. Voilà. Alors, donc, évidemment, le no-tourisme prend une part grandissante dans la valorisation du territoire viticole. On voit bien qu'effectivement, cette crise de la Covid a impacté évidemment considérablement le secteur touristique au niveau général et bien sûr le no-tourisme également. Et on voit bien également que par rapport aux attentes des visiteurs, c'est particulièrement vrai pour nos terroirs, eh bien, il y a une forte demande, une demande croissante, on l'a encore vu hier au niveau de la visite, par rapport à des sujets qui intéressent le développement durable. C'est bien sûr la réduction des intrants, c'est bien sûr la biodiversité, c'est bien sûr l'effet de serre, pour citer quelques aspects pour lesquels eh bien, il y a une curiosité à minima des visiteurs, avec bien sûr la motivation première qui est celle de découvrir les vins, de découvrir les terroirs. Mais on sent bien monter cette préoccupation, et c'est ce qui avait amené effectivement, notamment au travers d'un congrès des œnologues qui s'était tenu à Aix-en-Provence il y a quelques années. Donc, on avait amené le concept d'éco-œnotourisme, ou de tourisme durable, on peut discuter d'un point de vue sémantique, et qui, évidemment, j'avais repris aussi au niveau d'une publication internationale au sein de l'OIV, où je suis toujours expert. Alors, juste pour resituer un peu cette problématique, on a parlé de développement durable. Pourquoi finalement le développement durable apparaît aussi important, on va dire, à partir de la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle? Eh bien, c'est par l'effet combiné, d'une part, si on prend l'exemple de l'énergie que vous avez à gauche, effectivement d'un développement considérable depuis la révolution industrielle, donc l'énergie en passant par le feu, l'attraction animale et ensuite, bien sûr, la révolution industrielle qui, via la technologie et donc l'utilisation des énergies fossiles, a amené effectivement un gain de productivité agricole et aussi viticole, mais tout cela au détriment effectivement d'une consommation énergétique. Et puis une population mondiale également en croissance exponentielle, 7 milliards, quelle sera la population dans 50 ans, un siècle, on ne sait pas exactement. Toujours est-il que quand on croise les deux, eh bien, on arrive à une empreinte humaine planétaire exponentielle, croissant de manière exponentielle. Et donc, c'est ce qui amène effectivement les limites de notre planète. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément nouveau. On a déjà eu des pressions des empreintes locales. C'est une des raisons, effectivement, du départ des populations européennes vers l'Amérique et d'autres continents. Bon, peut-être que demain, on pourra aller sur la Lune ou sur Mars, mais enfin, on n'en est pas encore là. Donc, cette Terre existe, on est dedans, il faut bien, effectivement, essayer de la gérer au mieux. Alors, par rapport à la viticulture, resituant un petit peu, donc justement, cet œnotourisme par rapport à l'évolution, donc il faut avoir en tête quand même le traumatisme qui a pu représenter, d'une part, donc l'apparition des maladies fongiques, Oïdium mildiou, et puis donc le phylloxéra, les 2 guerres derrière. Et donc, on comprend bien qu'à la sortie de ces guerres, le challenge, c'était effectivement l'autosuffisance alimentaire. C'était aussi un développement avec une population rurale qui partait vers la ville, donc forcément gain de productivité. Et donc, on comprend qu'effectivement, que dès lors que l'on avait un développement de la technologie, tracteurs, des enjambeurs et puis machines à vendanger un peu plus tard, et d'un certain nombre de produits qui permettaient, en tout cas on pense à l'époque, de résoudre des problèmes sanitaires de manière pérenne, donc au niveau notamment initialement des maladies fongiques, puis et également insecticides, puis désherbage, gestion des sols. On comprend effectivement qu'à l'époque, eh bien, l'enjeu était effectivement la productivité et la chimie de synthèse qui était très présente. Progressivement,
Donc, on a eu effectivement quelques problèmes qui ont commencé à émerger, notamment la résistance. Le fait de toujours utiliser les mêmes molécules fait que, au travers d'une population, une partie de la population minoritaire devenait majoritaire et du coup n'était plus sensible aux insecticides, par exemple, aux herbicides, aux fongicides. Et puis, le problème d'apparition de résidus qui ont amené des difficultés d'ailleurs au niveau de l'exportation. Donc là, on était au niveau de la parcelle. Progressivement, vers les années 80-90, on a eu un déplacement effectivement de la problématique, d'ailleurs qui rejoint directement l'aspect œnotourisme, c'est le fait de considérer que le terroir, ce n'était pas simplement un milieu physique, mais ce que j'appelle moi un écosystème culturel, donc c'est un milieu vivant. Et donc les auxiliaires avaient des rôles importants de régulation, dès lors que ces auxiliaires, à l'image des phytodromes, n'existaient plus par des insecticides non sélectifs, on se trouvait confronté à l'apparition d'autres parasites. Ça a été aussi la compréhension que par rapport aux pratiques, l'évolution des pratiques viticoles, on pouvait avoir des problèmes de transfert, d'érosion, etc., qui apparaissaient, ne serait-ce que parce qu'on enlevait les haies, on enlevait les murets, etc. Donc là, c'était effectivement la démarche intégrée qui a émergé avec un travail de l'OILB qui a amené beaucoup de démarches initiales, en tout cas viticoles, dans le monde. Et ensuite, le problème s'est déplacé où finalement, on n'était plus simplement sur une problématique locale, mais sur une problématique planétaire et intergénérationnelle. L'image de la molécule de CO2 qui, effectivement, représente peu de choses par rapport à notre impact individuel, mais par effet cumulatif, fait augmenter la concentration avec l'effet de serre que l'on connaît. Et aussi, même si aujourd'hui, on arrêtait d'utiliser de l'énergie fossile, on aurait bien sûr des conséquences pour plusieurs générations. Et donc ça, c'était vrai aussi pour l'utilisation des ressources, pour également la biodiversité, pas simplement la biodiversité fonctionnelle à l'échelle de la parcelle, mais la biodiversité d'un point de vue plus général. Et puis là, donc on est sur les années 2020, notre période actuelle, donc apparaissent par rapport à des enjeux sociétaux beaucoup de labels. Alors on a parlé des labels avec des processus de certification, des contrôles, mais beaucoup aussi de communication, donc des TESPA, du greenwashing. Et donc, il y a eu la volonté d'essayer d'avoir des indicateurs au travers de ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, du berceau à la tombe, pour essayer d'évaluer les démarches, et pas simplement d'avoir effectivement de très beaux logos d'autodéclaration, mais qui n'étaient pas forcément toujours supportés par du concret. Et puis, c'est vrai que le durable, donc à partir de la conférence de Rio, a surtout, dans un premier temps en tout cas, concerné le volet environnement et économique, et le volet social, sociétal avait été un peu oublié. Et donc là, on voit l'émergence au travers, pour certains, de la norme ISO 26000, la démarche de responsabilité sociale, j'ajoute sociétale des entreprises, et je préfère utiliser environnementale parce que ce n'est pas simplement entreprise, ça peut être du territoire. Et donc, beaucoup de caves, et aussi en amont, en aval, qui se lancent dans cette démarche. Et donc là apparaît aussi, on est en plein dedans, donc là, finalement, le durable s'est intégré un peu partout, et donc y compris dans le tourisme, de manière générale, et le no-tourisme, et donc, effectivement, tout ce travail actuel. Alors, dans ce cadre, comme je l'ai dit, je suis expert à l'OIV, donc on a essayé de réfléchir au sein de l'OIV pour formaliser une définition associée à une résolution, que je connais bien puisque j'étais le coordinateur de ce groupe. Et alors, bien sûr, durable, donc je ne vais pas trop détailler, vous connaissez beaucoup tous, la notion effectivement de viticulture de précision, la notion de réduction des impacts. Et là, il y a un sujet avec d'autres qui nous tenait à cœur, c'est de considérer également ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas directement transférables en économie directe, mais qui participent notamment à l'œnotourisme. Et donc, on a souhaité intégrer dans cette définition la valorisation des aspects patrimoniaux, historiques, culturels, écologiques et paysagers. Et d'ailleurs, moi, quand je fais une présentation sur le développement durable, donc bien sûr, il y a toujours le triptyque environnement, économie, sociale, sociétale, mais j'ajoute la culture. J'ajoute toujours un quatrième pilier qui me semble-t-il très important pour notre filière,
pour sa pérennité, parce que la consommation de vin, ce n'est pas un acte alimentaire, c'est un acte culturel. Et donc, forcément, la culture fait partie, peut-être plus que pour d'autres filières agricoles, des éléments de pérennité de notre filière. Alors, autre aspect qui me tient à cœur, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des démarches environnementales durables qui sont ciblées donc, soit sur un seul facteur, hein, donc on a effectivement zéro carbone, par exemple. Bon, zéro carbone, c'est intéressant, mais ça ne prend pas en compte l'ensemble des enjeux environnementaux et durables. On peut parler même du bio, c'est vrai que le bio est intéressant, mais le cahier des charges bio ne prend pas tous les éléments de durabilité. On peut très bien faire du bio sans s'occuper des problèmes d'effet de serre, sans s'occuper de l'eau, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir une vision globale durable. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, on a un schéma bien fait du CIVB des collègues bordelais. Et donc, c'est aussi, me semble-t-il, pour de l'œnotourisme durable ou l'éco-œnotourisme, aussi de ne pas simplement se focaliser en communication sur un seul sujet, mais d'essayer d'avoir une vision globale durable. Alors, le terroir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est un écosystème culturel. Alors, on a aussi formalisé la définition qui s'appuie, en tout cas pour la première partie, sur le cadre classique des appellations d'origine contrôlée, donc interrelation entre un milieu naturel, géomorphologie, climat, et l'homme. Hein, donc, à partir d'un milieu naturel existant, eh bien, l'homme a déjà essayé de choisir les meilleurs endroits, et à partir du moment où il a choisi l'endroit, il va essayer d'adapter ses pratiques par rapport à un objectif de vin, de qualité, de typicité, etc. Et là aussi, on a essayé d'intégrer les éléments d'externalité. Donc, bien sûr, le terroir inclut les caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, mais aussi du paysage et de la biodiversité. Deux supports importants de l'éco-œnotourisme. Et d'un point de vue visuel, donc, à partir notamment d'un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet européen Biodivine que j'avais coordonné, qui d'ailleurs s'appuyait sur la région de Saumur-Champigny, qui était le site de référence, qui ensuite a été transféré sur d'autres régions portugaises, espagnoles et françaises. Donc c'est vrai qu'on avait souvent un terroir, un paysage complexe, avec une mixité effectivement des parcelles et des supports, des haies, des arbres, etc. La modernité, l'âge d'or de la modernité a souvent simplifié, bon, peut-être un peu moins en viticulture par rapport à l'agriculture. Et donc l'enjeu de demain, c'est de trouver un équilibre avec l'implantation de nouvelles zones écologiques, tout en associant bien sûr les contraintes pratiques économiques. Et dans ce cadre, donc l'IFV, donc l'organisme dans lequel je travaillais en lien avec l'INAO, a souhaité développer une démarche agroécologie qui justement vise à trouver ce compromis et donc fait partie probablement aussi des pistes pour intégrer tout cela dans les cahiers des charges en fonction de chaque situation de vignoble. Alors quelques exemples pour terminer par rester simplement sur un concept théorique. Voilà, donc l'idée, ça peut être effectivement de mettre des nichoirs. On a vu hier, il y avait des comptabilisations, travail de l'AIPO sur des chauves-souris. Donc il y a des tas de solutions, évidemment, contextuelles, qui peuvent aussi permettre, bien sûr, le but c'est aussi de communiquer clairement, mais de trouver des solutions intéressantes pour préserver, valoriser la biodiversité adaptée à chaque contexte. Alors, le terroir donc, fait partie du patrimoine. Donc là, c'est un petit peu aussi pour faire marcher la boîte à idées par rapport à ce que j'ai pu un peu voir dans le monde. Donc, on peut bien sûr le valoriser au travers de coupes géologiques. Il y a un savoir-faire de l'école de Changin en Suisse, parce que ce n'est pas forcément évident de reproduire les caractéristiques du terroir et surtout de conserver le sol, parce que bien sûr, c'est un support microbiologique. Et aussi, quand on le peut, par exemple, montrer les caractéristiques de terroir au niveau des zones de dégustation, au niveau de la cave. Donc là, bien sûr, ce n'est pas possible partout, mais quand c'est possible, c'est intéressant de faire le lien avec l'origine des terroirs, des paysages. Un paysage, je vais dire deux mots d'un ouvrage que j'ai réalisé, c'est toujours effectivement le témoin
d'une histoire de la Terre et d'une histoire des hommes. C'est toujours effectivement un lieu spécifique. Nous avons hier une très belle présentation sur la géologie, enfin les origines géologiques du Val-de-Loire. Donc c'est toujours cette interaction entre une histoire de la Terre et une histoire des hommes. Alors ces paysages viticoles, probablement que le monde viticole, on a aussi de beaux paysages en agricole, des rizières en terrasse, des zones effectivement de moyenne montagne et autres. Mais je pense qu'à l'échelle mondiale, pour avoir beaucoup voyagé un peu partout dans le monde, la filière viticole est probablement la filière qui génère les plus beaux paysages, avec une très grande diversité, aussi bien d'ailleurs dans l'ancien monde que dans le nouveau monde. Ce n'est pas pour rien que nous avons une quinzaine de sites classés UNESCO, dans le Val-de-Loire ici, et donc qui est classé. Donc c'est effectivement une reconnaissance de ces valeurs patrimoniales fortes que nous avons dans le monde. Et donc le Val-de-Loire, j'ai pris quelques photos que j'ai eu l'occasion de prendre à droite et à gauche, qui d'ailleurs, et c'est intéressant parce que finalement, notre réunion d'aujourd'hui, donc portée par le projet de l'ESA, c'est peut-être aussi un démarrage par rapport à cette vision de tourisme, de nos tourismes durables, en tout cas durabilité appliquée à nos tourismes. Et donc, dans le cadre du classement de l'UNESCO à l'UNESCO du Val-de-Loire, avait été réalisé le colloque donc, de Fontevraud, qui avait donné naissance à la charte, qui a été un support très important pour moi qui était dans une structure technique pour essayer de vendre un petit peu la notion de paysage qui était loin d'être évident à l'époque. Voilà. Alors, déguster le paysage, c'est intéressant parce que, bien sûr, le no-tourisme, l'éco-no-tourisme, c'est aussi mettre en œuvre des techniques, des solutions. Donc, je vous en dis quelques-unes, bien sûr. C'est intéressant parce que j'interviens dans un diplôme universitaire de journaliste et je leur demande de faire une dégustation de paysage, soit sur site, soit sur photo. C'est quelque chose que l'on devrait développer au-delà de la dégustation du vin, c'est-à-dire intégrer la dimension sensible du paysage lorsque l'on fait des visites. Donc ça, c'est intéressant. Et il peut y avoir des moyens de valoriser ce paysage, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, pour effectivement aider les gens à mieux comprendre ce paysage. Alors, autre aspect également important, puisque évidemment les visiteurs vont directement dans la cave, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des caves, on peut aussi dire conception durable des caves, qui est portée d'ailleurs par certains labels, donc qui pas forcément spécifiquement viticoles, HQE, qui labellent pour certaines caves. Donc l'idée, c'est intéressant au niveau des caves, de se dire c'est à la fois un mix entre des technologies très avancées, le solaire, tout ce qui est pilotage, la géothermie et autres, et en même temps, qui s'appuie sur des principes soit d'éco-innovation, à l'image effectivement de cette architecture qui s'inspire des termitières. Un termite, on a une chaleur très importante à l'intérieur, donc il faut évacuer cette chaleur, et donc de créer des flux ascendants, ce qu'on essaye de faire pour limiter donc la climatisation, d'utiliser l'inertie thermique, ce que l'on faisait dans des caves historiques, en enterrant, quand c'était possible. On reprend le principe également en géothermie ou avec des puits canadiens, parfait. Et aussi, que j'ai eu l'occasion de voir en Moldavie, de la rétro-innovation. Moldavie, c'est un pays donc très continental, extrêmement froid en hiver, extrêmement chaud en été. Et donc, par l'utilisation de toits végétal, eh bien, on atténue effectivement les variations de température à l'intérieur de la cave. Donc, tout ça est utilisé, un travail que nous réalisons au sein de l'OIV, on va essayer de faire un guide, et on fait également l'ouvrage. Et donc, finalement, c'est repartir sur des principes simples, historiques, des principes aussi de biomimétisme, pour effectivement concevoir des caves qui vont utiliser moins d'énergie fossile, et donc en mixant également avec des nouvelles technologies. Des exemples aussi pour valoriser. Donc le solaire, effectivement, peut être une voie. On n'en a pas conscience en France, mais dans beaucoup de pays du monde,
il y a souvent des ruptures de fourniture d'énergie et c'est important pour eux d'avoir une autosuffisance, notamment au niveau des vendanges, pour éviter d'avoir des groupes électrogènes alimentés par du fossile. Et donc, quitte à faire du solaire, ça peut être intéressant de valoriser cette production au travers de graphiques, soit dans la salle d'accueil des visiteurs, soit et au niveau du site Internet. Un exemple ici que j'ai pu voir, effectivement, en Afrique du Sud. Et peut-être, bon, c'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas cette vision de communication. En France, on a beaucoup de savoir-faire, peut-être qu'on manque de faire savoir. C'est peut-être l'inverse de nos amis du Nouveau Monde qui, eux, ont beaucoup de faire savoir. Il n'y a pas toujours le savoir-faire derrière. Mais bon, voilà. Donc, peut-être qu'il faut aussi intégrer, réfléchir à des outils de communication, de sensibilisation. Et puis, un sujet qui m'est cher, puisque c'était mon expertise scientifique de départ, les effluents. Comme tout le monde, j'ai travaillé sur des systèmes classiques avec des bassins aérés qui consomment de l'énergie, qui ne sont pas toujours faciles à intégrer, bruit, odeur, etc. Nuisances diverses, production de boue. Et donc, on travaille depuis quelques années sur des systèmes effectivement écologiques qui s'appuient sur là aussi donc une vision de ce que fait la nature. On reproduit finalement dans des bassins des systèmes de zones humides, donc en plantant des roseaux, en créant, comme c'est le cas en Italie et sur des zolis, qui permettent pratiquement de supprimer les bassins d'aération en amont, ou avec des compléments de systèmes effectivement de bassins multiples avec des plantes, une diversité de plantes comme c'est le cas à Buzet. Donc c'est d'ailleurs important de considérer en éco-conception pas simplement la cave en tant que bâtiment, mais d'intégrer son environnement. Donc l'environnement peut générer bien sûr de l'intégration paysagère, de la biodiversité, et ça fait partie aussi des supports de communication et de sensibilisation. Alors, un aspect qui me tient à cœur, c'est la sensibilisation des enfants. J'ai trouvé dans la région du Penedès, en fait, un module qui était prévu pour les écoles. Donc, on surdessine un paysage. Les enfants doivent colorier. Coloriant, c'est forcément se poser des questions. Et c'est vrai que ça retrouve beaucoup de disciplines. Géologie, histoire, végétation, écologie. Je pense que c'est un très bon support, au-delà de la sensibilisation sur le monde viticole, pour les enfants. Il y a d'ailleurs un module qui a été fait dans cet esprit par les Bourguignons, les explorateurs de Bourgogne, qui est effectivement très intéressant. Voilà. Alors, bon, modeste contribution au travers, effectivement, sur un sujet vaste. Donc, j'ai essayé de, au moins, rassembler dans un ouvrage la diversité des paysages que l'on a dans le monde, comme je l'ai dit. Le plus souvent, donc, effectivement, on associe une histoire de la Terre, une histoire des hommes, donc montrer aussi que cette notion de paysage a émergé au fil du temps, y compris dans la représentation picturale, en tout cas dans le monde occidental, les impressionnistes, et puis donc des enjeux de demain, changement climatique. Voilà, donc, je vais vous en dire un mot. Et pour conclure, en tout cas, cette partie, je reviendrai en fin de journée, toujours avoir à l'esprit qu'on est sur Terre très peu de temps. Eh bien, il faut essayer de laisser, évidemment, à ceux qui viennent derrière, une planète agréable, conserver les valeurs patrimoniales. Et donc, je pense que le no-tourisme, au-delà d'ailleurs de la dynamique vis-à-vis des vignerons, est également un support de sensibilisation et de communication très fort au niveau des visiteurs. Et donc, il me semble que je suis assez d'accord sur le fait peut-être de réfléchir à des chartes, des labels, etc. En tout cas, c'est la première réunion, l'une des premières réunions sur le sujet. Merci Alésa. Merci de votre attention.